Merci, docteur Boussema. Je suis honorée d'être parmi vous durant cette tradition de notre congrès de la Société tunisienne de médecine interne. Je remercie vivement les organisateurs pour la qualité du programme et surtout pour le respect du timing. Et surtout, je félicite ceux qui assistent jusque-là pour un week-end. Bravo pour votre persévérance. Donc, on m'a chargé de parler d'histiocytose, non langue ancienne. Et l'intitulé, c'est « Passer du mystère au traitement ciblé ». Et je vais vous avouer que je ne suis pas du tout experte dans le domaine des histiocytoses. Je ne sais pas s'il y en a des experts parmi nous dans la salle, vu qu'il s'agit de pathologies rares. Et peut-être qu'on en a vu durant mon parcours 1 ou 2 patients, je ne sais pas donc pour vous. Comment faire avancer? Voilà. Donc, pour introduire, justement, c'est une pathologie qui est très rare. Il s'agit même c'est pas une pathologie, c'est même un groupe hétérogène de pathologies qui peuvent survenir à tout âge, même à l'enfance. Et elles peuvent être sporadiques ou d'origine héréditaire. Et il y a surtout un grand polymorphisme clinique qui est fait que ces pathologies-là sont souvent déroutantes et source de retard diagnostique. Bien évidemment, ce diagnostic va reposer sur une triade. Cette triade, c'est essentiellement la clinique avant tout, bien sûr, et la radiologie, mais surtout l'histologie qui va montrer une accumulation anormale d'histiocytes. Donc, pour rappel, en fait, les histiocytes normaux correspondent à 2 types de cellules définies par des fonctions distinctes. Il y a d'abord les macrophages. Je ne sais pas qui a le pointeur, voilà. Et il y a les cellules dendritiques qui proviennent toutes les deux à la base de monocytes après leur passage donc, du tissu conjonctif par diapédèse. Bien évidemment, les macrophages ont comme fonction principale la phagocytose et la digestion des déchets organiques et inorganiques. Et les cellules dendritiques ont par contre la fonction de présenter les antigènes aux lymphocytes T pour induire la réponse immunitaire adaptative. Alors, les histiocytoses ont bénéficié de plusieurs classifications. La première remonte à 1987, soit une année après la mise en place de l'Histiocyte Society. Et donc, traditionnellement, on sépare les histiocytoses en histiocytose langerhansienne et histiocytose non langerhansienne, qui est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Et dans les histiocytoses non langerhansiennes, il y a en fait plusieurs entités. Il y a un groupe très vaste, peut-être même plus d'une vingtaine de cas. Les plus connus, peut-être qu'on connaît le plus parce qu'il y a le caractère systémique de ces maladies, c'est la maladie d'Erdheim-Chester, l'histiocytose de Rosai-Dorfman, les xanthogranulomatoses juvéniles. Je cite également les histiocytoses cutanées, qui sont souvent juvéniles, mais qui peuvent se voir à un âge adulte, et les histiocytoses atypiques. Je vais m'attarder plus sur les pathologies qui ont un caractère systémique et que potentiellement peuvent faire des diagnostics différentiels dans notre pratique. Et je commence par la maladie d'Erdheim-Chester, qui a été identifiée dans les années 30 comme une granulomatose lipidique touchant l'isolant et les jambes. D'ailleurs, l'atteinte des os, c'est l'atteinte quasi constante retrouvée dans 95% des cas, à type de douleur juxta-articulaire, bilatérale, symétrique, avec une sclérose corticale diaphysaire. Mais à ça, on va trouver aussi, et c'est le caractère systémique de cette maladie, on va retrouver des atteintes cardiovasculaires et la fameuse périaortite ou le coated aorta, des infiltrations péricardiques. On va trouver aussi des atteintes neurologiques. Et d'emblée, je vous dis que c'est l'atteinte cardiovasculaire et l'atteinte neurologique qui va mettre en jeu le pronostic, qui va alourdir le pronostic sur le plan vital, mais aussi sur le plan fonctionnel. À côté de ça, on peut trouver bien évidemment une atteinte rénale, une atteinte pulmonaire, des atteintes ophtalmologiques, une atteinte cutanée et des symptômes systémiques expliqués par les nombreux cytokines. Et donc, ce grand polymorphisme clinique qui rend souvent le diagnostic retardé. Donc, dans la maladie d'Erdheim-Chester, on va voir justement une fixation des isolants qui est intense sur la scintigraphie osseuse et on va avoir cet aspect de rein chevelu, ce qui entoure les reins, et l'aspect qui infiltre également l'aorte.
Donc, c'est l'atteinte du système nerveux central, comme je vous ai dit, qui est un facteur pronostic indépendant, qui est prédictif de la mortalité. Alors, cette maladie, qui est une infiltration xanthomatose ou xanthogranulomatose des tissus, donc, nous donne à l'histologie des histiocytes spumeux et qui sont chargés de lipides et qui sont entourés d'une couronne de fibrose. Et donc, ce qui permet le diagnostic avant, c'est le marquage justement à l'immunohistochimie du CD68+, mais qui sont CD1A-, ce qui les distingue justement des histiocytoses langerhansiennes. Je passe à la maladie de Rosai-Dorfman, et donc cette maladie, qu'on appelle histiocytose sinusienne, est une maladie qui est décrite la première fois en 1965, et généralement, toutes les données cliniques sont décrites à partir d'un registre international établi par Rosai-Dorfman en 1990, et la publication, pour insister sur la rareté de ces pathologies, bien qu'il s'agisse d'un registre international, ça n'a permis de recenser que 423 observations de par le monde. Donc, cette maladie est caractérisée surtout par d'importantes masses tumorales, ganglionnaires ou extranodulaires, avec une infiltration histiocytaire massive des sinus ganglionnaires. Donc, on a dit que c'est l'atteinte osseuse au cours de la maladie d'Erdheim-Scheffler. Au cours de la maladie de Rosai-Dorfman, l'atteinte typique, c'est des adénopathies cervicales massives, volumineuses, indolores, souvent bilatérales. Et à côté de ça, bien évidemment, avec le caractère systémique, on va trouver des atteintes ORL, des atteintes oculaires, des atteintes également neurologiques, beaucoup moins rares que dans la pathologie précédente, des atteintes osseuses aussi qui sont beaucoup plus rares, et des symptômes systémiques, bien évidemment. Pour vous inciter à voir plus, en fait, il y a un dossier thématique qui a abordé justement en détail les manifestations cliniques de ces deux entités dans la presse médicale, déjà qui date de 2017, mais c'est une excellente mise au point. Alors, à côté de ces deux formes-là, on a pas mal de formes d'histiocytose non langerhansienne cutanéo-muqueuse. Et en fait, à côté, mis à part la clinique qui va être distinctive, ce qui permet le plus de distinguer ces différentes entités, c'est l'immunophénotypage. Et ce qui les distingue surtout des histiocytoses langerhansiennes, c'est surtout le marquage négatif au CD1A. Donc c'est négatif pour toutes les histiocytoses non langerhansiennes. Alors, la science évolue et comme on a dit, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et donc, avant 2010, justement, par le passé, c'est la détection de ces phénotypes ou de ces marqueurs spécifiques ultrastructuraux qui permet d'établir la différence entre histiocytose à cellules de Langerhans ou histiocytose non langerhansienne. Mais à partir de l'année 2010, en fait, il est admis qu'il y a une cause moléculaire commune qui sous-tend la plupart de ces entités, aussi bien les langerhansiennes que les non-langerhansiennes, notamment la maladie d'Erdheim-Chester, la xanthogranulomatose juvénile et la maladie de Rosai-Dorfman. Et en fait, la levée du voile, c'est un peu grâce à la révolution de la biologie moléculaire. Et donc, ces maladies qui sont anciennement perçues comme des infiltrations réactives et qui sont basées sur son histologie et son phénotype avec l'immunomarquage à ces différents marqueurs, la découverte en fait de la clonalité par la biologie moléculaire et par la NGS particulièrement. Donc, on est passé de maladies inflammatoires à plutôt des néoplasies myéloïdes inflammatoires avec mise en évidence de mutations oncogéniques dans la voie de signalisation cellulaire des protéines kinases activées par des agents mitogènes qu'on appelle l'MAP kinase. Donc, le mystère histologique est levé grâce à la biologie moléculaire et on a au cours de cette maladie donc l'altération de la voie du mitogène activated protein kinase. Et cette mutation a été mise en évidence dans les années 2010, comme je vous ai dit, dans de nombreuses initialement histiocytoses langerhansiennes, et par la suite, ça a été également découvert au cours d'autres maladies en mettant en évidence particulièrement une mutation qui est la mutation BRAF V600E. Bien sûr, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres mutations qui sont apparues. Il faut noter donc, que grâce à cette révolution, on est
ont droit de réinterpréter ces pathologies et on n'est plus dans un modèle de pathologie inflammatoire, mais plutôt on est dans un modèle de prolifération clonale avec composante inflammatoire. Il est à noter que ces voies-là, les voies de signalisation de la MAP kinase, sont fortement impliquées dans de nombreux autres processus tumoraux, particulièrement des mélanomes et des cancers coliques qui sont porteurs de cette mutation BRAF V600E. Donc, pour expliquer de façon simple comment ça se passe, en fait, l'acquisition de la mutation se fait déjà à un stade précoce et touche le précurseur myéloïde immature, donc ce que vous voyez sur votre gauche. Donc l'ADN muté va produire une protéine de signalisation qu'on appelle BRAF et qui reste bloquée en position on. Donc, il y a une activation constante de la kinase qui conduit à une signalisation incontrôlée. Et donc, cette mutation activatrice va entraîner aussi l'activation de la voie RAS et la voie ERK. Par la suite, donc, on va avoir donc une survie qui est anormale de 1, mais une diffusion qui crée une population histiocytaire monoclonale. Et donc, ces cellules ne vont pas se contenter uniquement de proliférer, mais également, ils vont sécréter des chymokines et des cytokines inflammatoires et ils vont attirer d'autres cellules inflammatoires et on aura ainsi un infiltrat mixte qui va être fait d'histiocytes, mais aussi de cellules inflammatoires. Et le passage de ces histiocytes mutés dans les tissus va être responsable du cortège inflammatoire qui va infiltrer les organes et qui va donner les différentes manifestations cliniques qu'on voit en bas de la photo. Et donc, il y a plusieurs altérations génétiques dans les différents histiocytes. La BRAF V601 est essentiellement présente dans pratiquement 50 jusqu'à 75% de la maladie d'Erdheim-Chester et des cellules de l'histiocytose langerhansienne. On la trouve moins au cours du Rosai-Dorfman, mais on trouve d'autres mutations, etc. Et donc, ces découvertes-là ont conduit à une révision justement dans la classification de ces histiocytoses. Et on parle plus d'histiocytose langerhansienne, histiocytose non langerhansienne, mais on les classe dans 5 groupes. Et donc, c'est vrai que c'est des maladies rares, mais finalement, on se retrouve avec un nombre extraordinaire de pathologies. L'histiocytose du groupe L comporte les histiocytoses classiquement langerhansiennes, mais aussi la maladie d'Erdheim-Chester et les formes mixtes, les formes frontières où il y a un chevauchement. Il y a aussi les groupes C qui comprend tout ce qui est cutané avec l'exanthogranulomatose familiale et non familiale. Le groupe 3, c'est le M groupe qui s'intéresse aux malignantes, les histiocytoses malignes. Le groupe 4, c'est les histiocytoses du groupe R qui comprend tout ce qui est Rosai-Dorfman, qu'il soit seul, nodal, qu'il soit extranodal, qu'il soit associé à la maladie GG4, associé à des maladies auto-immunes ou pas. Et on retrouve dans le dernier groupe, le groupe H, le groupe d'hémophagocytic lymphohistiocytes and macrophage activating syndrome, le classique syndrome d'activation macrophagique anciennement appelé, et qu'il soit secondaire à des pathologies infectieuses, à des pathologies tumorales ou encore à des pathologies auto-immunes. Donc pour ces maladies, bien évidemment, il y avait jusque-là plusieurs options thérapeutiques. Donc, on trouve dans les premières lignes les corticoïdes, on trouve l'anakinra, on trouve l'interféron, etc. Pareil pour la maladie de Rosai-Dorfman, on trouve la corticothérapie, la chirurgie aussi pour tout ce qui est problème tumoral qui met en jeu pronostic fonctionnel. Mais ça reste des traitements empiriques avec des limites dans les approches, c'est des approches non spécifiques, donc c'est limité. Et donc, on se retrouve avec les traitements habituellement prescrits dans la maladie d'Erdheim-Chester, une faible efficacité, une forte toxicité, un pronostic souvent médiocre, surtout dans les formes généralisées, et la survie à 5 ans était de 40 à 60% pour ces maladies, surtout pour les maladies diffuses. Et principalement, les causes de décès, c'est les défaillances respiratoires, les défaillances cardiaques et les défaillances neurologiques. Pareil pour la maladie de Rosai-Dorfman.
Les indications thérapeutiques sont réservées aux formes tumorales progressives ou ayant une menace fonctionnelle ou vitale et aux complications auto-immunes, mais sachez qu'il y a une possibilité de résolution ou d'évolution spontanément favorable avec un effet suspensif des corticoïdes, voire aussi de la corticodépendance, souvent à des fortes doses. Et là viennent les inhibiteurs justement de BRAF, qui est une alternative chez les patients qui sont porteurs de la mutation BRAF V600E. Et en fait, cette inhibition de l'activation BRAF par le vemurafenib déjà a été constatée chez les patients qui ont des mélanomes métastatiques avec des bons résultats. Et donc, quand on a introduit ces thérapies ciblées dans les histiocytoses, ça a bien transformé la survie. Bien évidemment, l'usage est indiqué dans certaines situations particulières, les formes graves d'Erdheim-Chester par exemple, et les formes graves d'histiocytose langerhansienne. Alors, les principales thérapies ciblées, c'est les inhibiteurs de BRAF, je cite le vemurafenib et le dabarafenib, qui, bien sûr, le choix va porter selon l'existence ou pas de ces mutations-là. Donc, il y a des réponses spectaculaires et rapides, souvent supérieures aux chimiothérapies classiques, avec un taux de survie qui passe à 83% à 5 ans, alors qu'on était à 40%. À côté de ça, bien sûr, il y a les inhibiteurs de MEK, le cobimetinib et le trametinib, qui sont efficaces même en l'absence de la mutation BRAF, parce qu'ils vont agir en fait un peu en bas dans la cascade. Et l'indication là, c'est souvent utilisé dans la maladie de Rosai-Dorfman, là où il n'y a pas la mutation BRAF V600E qui est fréquente comme dans la maladie d'Erdheim-Chester, ou dans les cas de BRAF sauvage ou négatif. Donc, je termine juste par une étude qui rapporte le succès justement du traitement des histiocytoses non langerhansiennes par les anti-MEK, et c'est une étude rétrospective multicentrique qui a évalué l'efficacité et la tolérance du trametinib, qui est un inhibiteur de MEK chez 26 adultes atteints d'histiocytose non langerhansienne, et près de 71% des patients évaluables ont répondu avec des réponses soit partielles, soit des rémissions complètes, soit une stabilité de la maladie. 73% des patients ne portaient pas la mutation BRAF V600E, et la durée du traitement et de survie avait une médiane de 37 mois et une médiane de survie sans progression avec une survie globale non atteinte de 90%. Le trametinib est efficace donc, dans les histiocytoses non langerhansiennes, y compris sans mutation BRAF V600E, ce qui soutient la pertinence de la cible de la voie des MPA kinases, quelle que soit la mutation précisée. Finalement, ces maladies vont être transformées de maladies fatales vers des pathologies qui sont plutôt chroniques et qui peuvent être prises en charge. Bien sûr, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens avec ces thérapies ciblées. Je ne parle pas déjà en Tunisie, donc ailleurs on se pose des questions sur la durée du traitement, puisque c'est des maladies chroniques, sur la gestion des effets secondaires, essentiellement cutanés et systémiques, sur l'accès aux molécules et au génotypage en pratique courante, et on parle même de combithérapie et de réduction de dose pour pouvoir aller plus loin dans les prescriptions. Voilà, je finis avec un timeline des avancées dans les histiocytoses, qui sont désormais des néoplasies myéloïdes, et vous voyez que dans les années 1890, où on a les premières descriptions de la maladie d'Erdheim-Chester, jusqu'à l'année 1987, où on a mis en place la première société d'histiocytose. La date clé, c'est surtout l'année 2010, avec l'identification de ces mutations génétiques et avec le développement des thérapeutiques ciblées, puisqu'on traitait de façon empirique par des immunosuppresseurs, par des corticoïdes. Et puis, donc, à partir des années 2016, on a pu mettre en place plusieurs molécules ciblées. Donc, pour conclure et donner un petit mot sur les perspectives, donc, il y a une nouvelle ère qui commence pour les histiocytoses.
qui sont désormais considérées comme des néoplasies myéloïdes depuis la découverte des altérations moléculaires. Ces histiocytoses non langerhansiennes illustrent la transition d'entités cliniques qui étaient justement mystérieuses vers un modèle de médecine de précision qui va être guidé par la biologie moléculaire. Bien évidemment, pour pouvoir réussir ça, il faut intégrer la biopsie, il faut intégrer l'immunohistochimie, il faut faire un séquençage génique pour pouvoir proposer une thérapie ciblée selon les mutations retrouvées. Et bien évidemment, on n'a pas arrêté de le dire depuis hier, ça ne doit pas être fait en solo, ça doit être fait dans des concertations multidisciplinaires pour optimiser la prise en charge des patients. Je vous remercie.